BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et oui, on répond à toutes vos questions. Comme chaque jour à cette heure-ci, on attend vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Elles sont déjà très nombreuses. Et pour vous répondre aujourd'hui, Gilles Petit qui est resté avec nous. Vous êtes prêt, Gilles ? Et toujours rédacteur en chef. Ah bah encore, oui. De gestion de fortune, et il n'est pas question que ça change a priori. Allez, première question sur notre site internet de Bastien qui nous écrit de Carcassonne. Bastien s'inquiète pour ses paiements en espèces. Apparemment, le gouvernement réfléchit à abaisser le montant maximum jusqu'auquel on peut payer en espèces. Il vous demande quel sera le nouveau plafond. Oui, effectivement, c'est le Premier ministre qui a déclaré ça assez récemment. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, le paiement en espèces est autorisé pour les personnes qui sont résidentes fiscales françaises jusqu'à 3 000 €. On peut payer en espèces jusqu'à 3 000 €. Et puis, pour les non-résidents, c'est 15 000 €. Et effectivement, le Premier ministre réfléchit à abaisser ces seuils. On passerait de 3 000 à 1 000 € simplement. C'est pas énorme. Et puis, pour les non-résidents, on abaisserait le seuil de 15 000 à 10 000 €. Donc effectivement, si vous avez des achats à faire en liquide, dépêchez-vous parce que ça va peut-être pas durer. Ouais, le plafond jusqu'auquel on pourra payer en espèces va donc passer de 3 000 à 1 000 € pour les résidents français. Si tout se passe comme prévu. Après, il y a toujours des changements, mais effectivement, c'est un risque assez important. Ouais. Voilà donc Bastien pour ce paiement en liquide. Maude est à Angoulême et elle s'inquiète sur la TVA. Il a été prévu qu'elle soit relevée en début d'année prochaine. Est-il possible d'avoir une idée de la sauce à laquelle on va être mangé ? Alors encore une question après les paiements effectivement en liquide. Effectivement, la troisième... Les gens laissent passer les trains de mesure et après ils commencent à s'en préparer. Oui, mais c'est normal. Normal. On a eu quand même beaucoup de changements fiscaux en fin d'année. Bon, là, on parle TVA. La TVA, troisième loi de finances rectificative, troisième, pour 2012. Effectivement, cette loi prévoyait de remonter tous les seuils de TVA. Le taux normal aujourd'hui, parce qu'on parle de la TVA, mais il y a 3 taux. Le taux normal, c'est 19,6, c'est ce qu'on paye sur la majeure partie des biens. Il y a un taux intermédiaire qui est de 7,7%, qui est généralement appliqué dans la restauration, et puis un taux réduit, qui est celui de 5%, et qu'on paye généralement, enfin 5,5%, pardon, qu'on paye généralement pour tout ce qui est livre. Ce qui est prévu, le groupe de travail, il y a un groupe de travail de députés qui planche sur le sujet actuellement, c'est que le taux de TVA passe au 1er janvier 2014 de 19,6 jusqu'à 20,5%. Donc on risque de payer quand même beaucoup plus cher un certain nombre de biens. Et sur le taux intermédiaire, on passerait de 7,7 restauration, donc ça veut dire manger même déjeuner le midi, 7,7% à 9%. Je pense que les restaurateurs vont être ravis si ça passe réellement. Et sur le taux réduit, eh bien, on resterait, en fait, on le diminuerait. C'est-à-dire que les livres, on les paierait un tout petit peu moins cher. On passerait de 5,5% à 5% seulement. Mais effectivement, beaucoup de choses vont coûter beaucoup plus cher l'année prochaine. Bon, il faut s'y préparer et surtout anticiper si on peut. Anticiper les gros achats. Exactement, certains achats, ouais. Allez, une question d'Huguette. Elle pose une question qui va intéresser pas mal de monde. Huguette nous explique qu'elle prend de l'âge. Elle souhaite donc souscrire un contrat d'assurance dépendance. Mais elle se demande comment est reconnu l'état de dépendance et qui le reconnaît. Alors ça, c'est une très très bonne question. En fait, il n'y a pas de règle dans les contrats de dépendance. Il n'y a pas de règle absolue sur la façon dont est reconnue la dépendance. En règle générale, donc il faut faire attention et le faire préciser effectivement dans le contrat. En règle générale, la dépendance se constate suivant 2 stades. Le premier stade, c'est une dépendance qui va être légère, c'est-à-dire dans les actions quotidiennes de la vie. C'est comme ça qu'on les apprécie, c'est-à-dire faire ses courses, faire son ménage, préparer son repas, s'habiller tout seul aussi. Ça, c'est une chose importante. Si on s'habille avec mauvais goût, on n'est pas considéré comme une personne Absolument dépendante. pas. Non, alors là, non, on ne relève pas du tout du contrat de dépendance, mais effectivement, là, il faut un coach. Mais c'est une question qu'on pourra traiter effectivement un peu plus tard, mais on peut le faire. Donc, dépendance, c'est ça. C'est les actions quotidiennes de la vie. Si vous n'arrivez plus à en remplir 1 ou 2, vous serez dans une dépendance, on va dire, intermédiaire. Si vous êtes à 3 ou 4, là, vous êtes en situation de dépendance. Et la personne qui constate cette dépendance-là, c'est souvent le médecin conseil de l'assureur.
D'accord. Voilà. Mais ça, c'est effectivement une chose qu'il faut faire préciser dans le contrat, hein, puisque on est vraiment dans... Là, on relève du droit des contrats, c'est-à-dire passer entre un tiers et un autre. Donc, il faut vraiment le faire préciser parce que c'est important pour la suite. Voilà, c'est l'un des rares placements qui nécessite l'avis d'un médecin. Absolument. Contrat d'assurance dépendance. Avec le micro, ça va aller beaucoup mieux. Une autre question. Vous êtes dépendant, vous aussi, Cédric. Exactement. C'est intermédiaire seulement, hein. C'est pas encore, pas encore trop grave. J'arrive à appuyer tout seul sur le bouton. Reda qui nous écrit sur le réseau social, @placement avec un S à la fin. Elle aimerait se lancer dans le day trading, principalement sur les matières premières et les devises, et elle voudrait quelques conseils pour débuter. Eh bien, le premier conseil, c'est la prudence. C'est tout simple, mais c'est vraiment être prudent. Et puis surtout... Ne pas se laisser berner par les publicités parfois un peu tapageuses qu'on peut croiser sur le net. Oui, alors ce qu'il faut voir, voilà, ne pas se laisser berner par ces publicités-là. Vérifier déjà que le site par lequel on passe, site de trading en ligne, est bien reconnu par l'AMF, puisque l'AMF, l'autorité des marchés financiers, émet des alertes régulières sur certains sites qui ne sont pas basés en France, mais à l'étranger. Généralement, les grands opérateurs sont les plus... On les connaît bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Se tourner donc vers un gros opérateur. Et puis, s'exercer d'abord, tout simplement. Avant de commencer en réel, ces opérateurs-là proposent généralement sur leur site internet des simulations. Voilà. Donc, créer un portefeuille virtuel. Clair, les grands sites qui vous proposent de jouer, notamment sur le Forex, vous proposent d'abord de le faire avec un compte virtuel. Absolument. Histoire de voir... Voilà, histoire de voir... de se faire la main. De se faire la main. Et ça permet... s'apercevoir qu'on peut gagner beaucoup et perdre aussi beaucoup. Sur le day trading, ça peut aller très vite. Effectivement, dans une journée, on peut perdre beaucoup. Donc, le premier conseil, c'est ça. D'abord, se faire la main. C'est pas la peine de se précipiter parce que le dollar est monté ou qu'il est baissé ou qu'on veut jouer du yen par rapport à de l'euro. D'abord, se faire un petit peu la main. Très simple. En plus, il y a des modules aussi de formation qui expliquent un petit peu l'état d'avancement des marchés et comment bien utiliser la plateforme. Donc déjà, se faire la main. Moi, je pense que même si c'est une personne qui veut faire du day trading, on peut passer un petit mois à se faire la main. Un mois. Une fois qu'on est... Et pour les devises, enfin, je veux dire, les conseils qu'on donne là, ça c'est valable pour tout. Ouais, pour tout. Quand on veut faire du day trading, que ce soit du devise, matière première, c'est pareil. Se faire la main, dans un premier temps. Ensuite, deuxième temps, on passe au réel, effectivement. Alors là, deuxième conseil, commencer avec des sommes modestes et surtout ne pas engager toutes ces économies, surtout là-dessus, ça c'est important. Et est-ce qu'il faut privilégier les matières premières ou les monnaies? J'ai envie de vous dire, ça va dépendre tout simplement du timing, de la situation actuelle. C'est-à-dire que si jamais il y a des tensions sur le pétrole, effectivement, on pourra jouer le pétrole. Sur l'or, effectivement aussi. Si jamais on est dans une situation de guerre des monnaies, ça peut être effectivement une bonne occasion de s'y mettre. Mais surtout, ne pas se précipiter. Le day trading, ça va très vite. Donc, prendre son temps et tout devrait bien se passer. Voilà, et Reda, vous qui voulez vous lancer dans le day trading, vous savez que chaque jour, on reçoit 2 traders pour le match des traders dans Intégral Placement. C'est à 10h35 et là aussi, on peut y trouver de très bons conseils. Vous restez avec nous, Gilles? Ouais. On va répondre à d'autres questions de téléspectateurs dans un instant. Juste... On reprend le fil de nos réponses à vos questions et une question qui concerne l'immobilier. On est à la limite de la grande consommation. Cet auditeur souhaite procéder à un achat immobilier et il a des doutes sur son agent immobilier. Il trouve que les premières visites ne lui ont pas donné le sentiment d'avoir affaire à un vrai professionnel. Alors, on est vraiment à la limite du placement. Moi, c'est vrai que la première étape, c'est de trouver le bien. Effectivement, tout à fait. Ouais. La première étape, c'est de trouver le bien et surtout de trouver le bon professionnel qui va vous orienter vers le bon bien. Comment on fait pour être sûr qu'on n'a pas affaire à un charlatan? Alors, comment on fait? En fait, la profession d'agent immobilier est quand même encadrée et strictement encadrée. C'est la loi Hoguet de 1970 qui prévoit un certain nombre de choses. Il doit avoir une carte, c'est ça? Alors, on a une carte, effectivement. Pour avoir cette carte-là qui est délivrée par la préfecture de police, et il faut remplir certaines conditions. La première, c'est des conditions soit d'expérience, pour les gens qui ont débuté il y a très longtemps. Pour des gens qui sont un petit peu plus jeunes dans le métier, c'est effectivement un bac plus 3, qui sanctionne donc des études moyennes, on va dire, mais suffisantes pour effectivement être à même d'expliquer et de comprendre ce qui se passe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est la préfecture qui remet ça, la préfecture de police. Il y a des conditions de moralité à remplir, effectivement. Il y a aussi des engagements qu'il faut prendre, c'est-à-dire il faut souscrire, par exemple, une assurance responsabilité professionnelle, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut advenir. Donc, il y a effectivement cette notion d'assurance. Il faut aussi s'assurer que votre agent immobilier a le mandat
de la personne qui va vendre le bien que vous allez acheter. Hein, il faut qu'il y ait un mandat écrit, ça c'est important. Dans les autres choses qui permettent de vérifier qu'on est bien en présence d'un véritable agent immobilier, un truc tout bête, c'est que l'agent immobilier est tenu d'afficher ses prix. Même si ses prix sont libres, entre guillemets, hein, c'est lui Il doit afficher ses honoraires. Il doit les afficher donc de manière visible, on les affiche, mais lisible aussi. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de vous approcher vraiment très près et que vous êtes obligé de rentrer dans la boutique pour vérifier ces frais-là, c'est qu'il est à la limite du droit. Voilà. Mais il est obligé effectivement de remplir ces critères-là. Et effectivement, son renouvellement, c'est tous les 10 ans. Hein. Donc si jamais c'est un agent immobilier qui a fait des choses frauduleuses, généralement, il n'a pas de renouvellement et il est radié. Donc on est en droit de lui demander sa carte. Ouais. On est en droit de lui demander le mandat. Absolument. Et il faut qu'avant de lui avoir demandé tout ça, on ait pu consulter ses tarifs. On peut consulter les tarifs, mais après tout, l'achat d'un bien immobilier, c'est de la consommation aussi, hein, comme vous le disiez. On peut très bien se renseigner sur les prix, on rentre dans la boutique, on se renseigne, et puis bon, si finalement, ma foi, on tombe sur quelqu'un qui est peu causant ou un peu taiseux, on fait demi-tour, on va chercher quelqu'un d'autre. Certains agents immobiliers se permettent d'afficher les surfaces, non pas loi carré, mais surfaces habitables. C'est légal, on peut leur faire confiance ou vaut mieux s'éloigner? On est à la limite. On est à la limite, c'est-à-dire qu'ils surfent un petit peu, effectivement, ils sont à la limite de la ligne jaune. Et tout le monde sait que seule la loi carré compte. Absolument, ouais, absolument. Ils prennent un peu les gens pour des imbéciles. Non, mais absolument. Et effectivement, la multiplication des agences immobilières, hein, avec l'envolée des tarifs, notamment sur Paris, fait qu'effectivement, on se retrouve sur des pratiques comme ça, mais on est à la limite de la légalité. Donc. Une question de Charles qui nous écrit de Vanves. Charles vient d'apprendre que la SICAV monétaire dans laquelle il est investi va être décimalisée. Il vous demande quelles seront les conséquences pour son épargne. Alors les conséquences, décimalisation, c'est quoi? C'est que on va passer d'une part normale à une part qui sera réduite au 1 centième ou 1 millième. L'intérêt pour la société de gestion et pour l'investisseur, le premier intérêt, c'est quoi? C'est plus facile d'investir dans 10 parts à 100 € que dans une part à 10 000. Donc ça va vous permettre une accession plus facile, effectivement, à la SICAV. Deuxième intérêt... Donc plus de liquidité? Plus de liquidité, effectivement. Et surtout, l'intérêt de la chose, c'est quoi? C'est l'investissement dans l'assurance vie multisupport. Puisque là, vous allez pouvoir investir au centime près. Donc vous n'aurez pas de reliquat monétaire qui traînera dans un coin. Si vous avez 150,12 €, eh ben, vos 150,12 € seront investis dans la SICAV. Donc l'intérêt est vraiment là. Voilà donc pour cette question liée à la décimalisation de vos parts, éventuellement de SICAV. Dernière question qui concerne l'or. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout cela. On a eu notamment une question récente sur le prix des lingotins. Et là, ça concerne l'or en général, 1610 $, c'est vrai, ce matin. Quels sont les mouvements à attendre sur cette matière première? Alors, c'est une question, effectivement, qui revient souvent. Hein. Que faut-il attendre? Goldman Sachs, qui est un des gros intervenants, reste toujours bearish sur l'or. Donc ça veut dire qu'il s'attend plutôt à une baisse du cours de l'or. Et en face, on a JP Morgan, un autre gros intervenant, qui joue, lui, la hausse. L'or, visiblement, on est sur un palier aujourd'hui, à 1600, 1610. Je ne suis pas certain que, sauf événement extérieur gravissime, on puisse vraiment... parier sur une hausse de l'or aujourd'hui. L'or a monté pendant 20 ans à partir de 2001. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur le cours de l'or, c'est quoi? C'est simplement qu'à chaque fois qu'on a une micro-crise en zone euro, l'or redevient un actif attractif. Et à contrario, bien le pétrole, regardez le pétrole, hein, 96 sur le WTI, c'est vraiment rien. Franchement, les prévisions aujourd'hui sur le cours de l'or, et étant donné que Goldman Sachs, qui n'est pas forcément le maître du monde, mais qui est quand même un intervenant important... Qui compte un chouïa? Un petit peu quand même, un petit peu. On peut pas les négliger, même si on les aime pas. Ça, c'est une autre affaire. Il faut tabler effectivement sur ce que eux pensent. Et visiblement, ils sont pas bullish sur l'or. Donc l'or va certainement continuer à évoluer sur ce trend-là, c'est-à-dire 1600, 1610. Si jamais on tape les 1700, ça serait vraiment qu'il s'est passé quelque chose de très grave en zone euro. Mais vu l'injection de liquidité monétaire qui se poursuit effectivement à travers le monde, il n'y a pas de raison objective aujourd'hui pour que l'or continue de monter. Après, il y a toujours des soupçons de manipulation récurrents sur les cours de l'or. Aussi parce qu'effectivement, c'est un marché qui est assez étroit.
Donc effectivement, on peut, il y a des gens effectivement qui vont se faire un petit peu d'argent là-dessus. Après, ça peut intéresser Reda, hein, qui nous a posé la question tout à l'heure, sur le day trading. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, de faire de l'or en day trading. Ça peut être intéressant. Ouais. Investir sur l'or pour une durée plus longue, non, je ne le conseillerais pas pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup Gilles pour votre franc-parler, votre disponibilité. Gilles Petit, rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. On est arrivé au bout du temps qui nous était imparti, mais on se retrouvera bientôt dans 2 semaines. Ah, certainement. À très bientôt. Pour d'autres réponses, à bientôt Gilles, merci. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.